bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver, en particulier parce qu'on va parler d'un thème que j'adore, que j'ai trop envie de découvrir. On va parler de mythologie grecque. Je vais vous montrer les livres que j'ai déjà lus, les livres que j'ai envie de lire. On a du boulot, je vous mens pas que la première catégorie n'est pas très fournie. J'ai pas réussi à retrouver les titres que je lisais quand j'étais jeune dans la bibliothèque de ma mère je suis pas retournée chez elle en fait et je lui ai pas demandé de chercher. Mais je sais qu'elle a pas mal de livres de mythologie grecque et je sais que je passais beaucoup de temps à les lire, que j'adorais ça. Je regarde tout ce qui est film sur les dieux, j'adore. Tout ce qui est série ou comment dire, vidéo YouTube ou les choses comme ça, mais je les bouffe. J'adore m'instruire sur tous les personnages de la mythologie grecque qui est tellement vaste. Il y a tellement d'histoires, de sous-histoires, de plein de choses. C'est trop bien. Et j'avais regardé un truc sur Amazon Prime, je sais plus du tout comment ça s'appelle, où vraiment chaque épisode était dédié à un dieu ou quoi, avec des dessins en animation, enfin avec des dessins vraiment, c'était pas du tout comme un film ou un documentaire, mais c'était trop bien, pas comme une série ou quoi, c'était vraiment, si comme un documentaire, mais avec des images dessinées, c'était trop intéressant à regarder. Je crois que j'ai jamais fini par contre. J'ai adoré. Pour m'endormir, sachez que c'est une de mes choses préférées. En général, pour connaître la fin de l'histoire, il me faut 3 soirs, du coup... Parce que j'ai tendance à m'endormir au milieu, c'est le but. Je sais pas vous, est-ce que vous faites partie de la team qui doit dormir dans le noir avec pas un bruit? Personnellement, j'ai toujours besoin d'avoir une vidéo, d'avoir un son à écouter pour m'endormir, sinon mon cerveau est en ébullition et c'est impossible de le mettre en pause pour dormir. Dites-moi en commentaire de quelle team vous faites partie. Et tout ça pour vous dire que j'ai encore plus envie d'approfondir mes connaissances dessus, que j'ai encore plus envie de découvrir des réécritures par exemple, ou plein de choses comme ça que j'adore. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont un peu moins bonnes, il y a des livres qui me font peur, il y a des livres qui ne m'ont pas plu au premier abord mais que j'ai envie de leur redonner une deuxième chance, donc écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai lus de mythologie grecque. D'ailleurs on est encore une fois sur un maquillage très discret aujourd'hui, promis vous allez finir par vous habituer à tous mes make-up. Alors il y a pas mal de livres du coup que je vous ai déjà présentés. Bah en fait tous, parce que j'en ai pas lu tant que ça, je vous ai dit. J'ai lu la première trilogie de la saga Witch and God, qui continue avec une deuxième trilogie que je n'ai pas encore commencé, mais j'ai adoré. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on garde l'essence même des dieux comme on a l'habitude de les voir. En fait, ils sont pas non plus modifiés comme, je sais pas, Perséphone dans le prochain livre que je vais vous montrer par exemple. Là, j'ai adoré parce qu'on croise l'univers de la mythologie grecque avec l'univers des sorcières, c'est super intéressant. C'est de la romantaisie, donc forcément, on a des histoires d'amour. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je pense que vous connaissez Witch and God. En gros, on va suivre une sœur par tome. On a Ella la promise pour le 1, Circé, l'enlèvement de Circé pour le 2 et Insoumise Méroé pour le 3. Donc c'est 3 sœurs, 3 sorcières. Hein. Dans le premier tome, on va suivre Ella. En fait, l'entente entre... J'arrête pas de gigoter, pardon. J'essaye de trouver une position confortable. Pour tout vous dire, en fait, j'ai 2 coussins sous les fesses pour être assez haute pour vous, pour que vous ayez une jolie vue sur ma bibliothèque, parce que si je baisse trop ma caméra, vous voyez pas tout le petit étage du dessus. Ce qui fait que mes coussins glissent sur ma chaise et je fais que de glisser avec. Comme ça vous connaissez tous les dessous de mes vidéos. En gros l'entente entre les dieux et les sorcières elle est pas top en ce moment. Il faut faire quelque chose parce que là ça va commencer à devenir problématique. Donc les dieux comme les sorcières se disent écoutez on va faire un mariage entre un dieu et une sorcière comme ça et bah forcément ça devrait améliorer l'entente, le fait qu'il y ait 2 des nôtres qui se mélangent quoi, qu'il y ait une union. Donc le dieu qui est choisi c'est le dieu de la terreur, le petit-fils de Zeus, c'est-à-dire Démos. Et Démos il est censé épouser Méroé qui est la sœur de Ella du coup. Sauf que au moment du mariage en fait lui il va dire écoutez moi je veux pas me marier à Méroé, je veux me marier à celle-là. Et celle-là c'est Ella. Sauf que Ella elle a une particularité, c'est que c'est une sorcière mais elle n'a aucun pouvoir, c'est vraiment la seule de leur confrérie, de leur groupe qui n'a pas de pouvoir, donc pourquoi est-ce que Démos s'intéresserait à elle? C'est trop bizarre. Et vous vous en doutez, étant donné que l'entente entre les dieux et les sorcières n'est pas au beau fixe, forcément qu'il y a des petites idées cachées derrière ce mariage. Et là, elle va avoir une petite mission à faire pour aider les sorcières dans le dos de Démos. En même temps, ils vont devoir se marier, apprendre à se connaître, vivre ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas. Je vous rappelle que Démos, c'est le dieu de la terreur, c'est-à-dire que dès qu'il entre dans une pièce, en fait, tu ressens de la peur. Donc ça peut être très agréable de vivre avec lui. À première vue, ça doit être plutôt spécial, hein. Mais j'ai beaucoup aimé. Et surtout, donc, on a cette romance entre les 2 personnages. Et à côté de ça, on a tout un complot, si je peux dire ça comme ça,
pour essayer de vaincre une personne qui fait un peu la misère à tout le monde. Il est très connu dans la mythologie grecque pour être un vieux pervers horrible. Donc en même temps, les sorcières et certains dieux, déesses vont essayer de former des alliances pour essayer d'empêcher cette mauvaise personne de continuer ce qu'elle fait. Donc pour ce premier tome, on est sur une proximité forcée avec un mariage arrangé. Pour le deuxième tome, on va suivre Circé avec un autre dieu. Ah, j'ai bien aimé quand même le tome 2. Personnellement, je pense que mon tome préféré, c'est le tome 3 avec Méroé, qui va se retrouver dans les fonderies là où Héphaïstos créait toutes ses armes, etc. Elle aura pas le choix, elle va devoir rester avec lui, et j'avoue que Héphaïstos, je l'ai bien aimé quand même. Leur petite romance était plutôt sympa, je pense que le tome 3 c'est mon tome préféré. Même si le tome 1 le vaut parce que c'est celui qui nous a rentré dans l'histoire, donc c'était quand même cool. Et je vous l'ai dit, en fait, ce que j'aime beaucoup dans Witch and God, c'est que oui, on est sur de la romance avec de la mythologie grecque, mais la mythologie grecque ne passe pas trop en second plan par rapport à la romance. On a vraiment toute cette atmosphère de dieux, de déesses, etc. qui est présente à longueur de temps, et ça j'ai adoré. Ce qui n'est pas le cas du prochain livre que je vais vous montrer, mais franchement il faut que j'arrête de vous en parler parce que je fais que de le descendre à chaque fois, c'est une horreur. Mais écoutez, c'est une réécriture de mythologie grecque. Hadès et Perséphone. Witch and God a été écrit par Livestone, publié aux éditions BMR. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Donc Hadès et Perséphone, je disais, qui a été écrit par Scarlett Sinclair et édité par Hugo Roman dans la catégorie New Romance. Donc déjà, ça j'avoue que ça m'a un petit peu agacée parce que l'autrice Scarlett a bien dit à tout le monde que c'était de la fantasy, enfin de la romantaisie carrément. Et déjà Hugo Roman ne l'a pas publié dans ses éditions romantaisie, il l'a publié dans New Romance. Déjà ça pose le décor, c'est qu'il y a beaucoup plus de romance que de fantasy. L'univers des dieux n'est pas du tout approfondi, je trouve. On va juste suivre leur partie de jambes en l'air pendant tout le long de ces livres. C'est que le tome 1, mais j'ai pas du tout envie de lire la suite. Ça m'a rien du tout appris entre Hadès et Perséphone. Je suis bien mieux informée autrement. Déjà dans Witch and God, on en apprend beaucoup plus, de manière plus intéressante, avec plus de profondeur. Enfin voilà. Alors que c'est même pas les personnages principaux dans Witch and God, mais bon. Après c'est de l'urban fantasy, du coup, ça, étant donné que ça va se passer dans une ville où Perséphone elle veut devenir journaliste, et Hadès il tient une boîte de nuit branchée. Un soir ils vont faire une partie de poker ensemble, elle va parier, elle va perdre, et du coup il va l'enfermer aux enfers et il va lui dire: écoute ma cocotte, tu dois former la vie aux enfers, là où rien ne vit, rien ne pousse, parce que Perséphone c'est la déesse du printemps ou quelque chose comme ça si je me trompe pas, donc elle est censée pouvoir faire éclore la vie, la végétation, etc. Donc son défi ça va être de faire ça aux enfers. Et à côté de ça, bah, vous en doutez bien, il y a une histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Mais voilà, c'était vraiment pas très intéressant. Donc si vous aimez la mythologie grecque, c'est pas celui que je vous conseillerais du tout. Un par contre que je vous conseillerais, mais en général c'est un livre qui passe ou qui casse. C'est vrai que la plume est plutôt spéciale, j'ai mis un petit moment à m'y habituer, mais l'histoire est vraiment très belle. Je vais vous parler du Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va suivre l'histoire d'Achille et de Patrocle en fait, qui se sont connus depuis enfance. C'est une romance MM d'ailleurs. Et là c'est vraiment une réécriture d'Achille, qui ont grandi ensemble, qui ont tissé pas mal de liens, et un jour ils vont être appelés pour aller aider Agamemnon lors de la guerre de Troie. Et donc on va les suivre pendant tout le long de leur enfance, de leur jeunesse, et ensuite on va les suivre pendant tout le long de la guerre de Troie. Donc on sait à quoi s'attendre dès le début, et malheureusement je trouve que Madeline Miller elle nous fait quand même vraiment nous attacher au personnage, bien que Achille, j'ai eu beaucoup de mal avec lui quand même. J'avoue que c'est pas forcément quelqu'un que j'ai bien apprécié, mais Patrocle il rattrapait vraiment tout. Je l'ai adoré, Patrocle, il était trop mignon, trop gentil, très attentionné envers les gens, hyper humain, altruiste, enfin waouh. Tandis qu'Achille c'est plutôt le demi-dieu en qui on a mis toute notre confiance, qui est censé aider à vaincre Troie, et donc forcément peut-être que tout ça, ça lui monte un petit peu à la tête. Il est peut-être un petit peu égocentrique quoi. Mais je pense que je vous apprends rien si vous connaissez Achille. Et par contre vraiment la seule personne à le comprendre ça a toujours été Patrocle, et on va suivre toute cette histoire de guerre de Troie en parallèle de leur romance à tous les deux. C'est la première fois que je lisais un MM, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé du coup toute cette histoire, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on était vraiment à fond dans la mythologie. On voyait Ulysse, on voyait Agamemnon, l'histoire de Pénélope, l'histoire de Hélène, enfin c'était très beau, je l'ai lu très vite, hein. C'est pas une lecture qui prend énormément de temps, par contre mon dieu les larmes qu'elle m'a fait verser, je savais ce qui allait se passer, mais j'avais beau me dire dès le début je sais ce qui va se passer, ça va aller, t'inquiète pas, ça va pas te déchirer, bah j'ai sorti des mouchoirs, hein. J'en ai sorti pas mal même. Parce que j'ai trouvé ça très bien écrit. Alors j'ai vu pas mal de critiques par rapport à ce livre en disant que Madeline Miller justement elle restait un peu en surface des personnages, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à s'attacher à eux, à ressentir leurs émotions et du coup à être touché par ce qui se passait.
Personnellement je l'ai pas du tout ressenti comme ça, mais c'est vrai que la plume est assez spéciale, donc c'est assez compliqué peut-être de rentrer dedans, et ce que je vous dis c'est soit ça passe soit ça casse, mais en tout cas c'est une très belle réécriture de mythologie grecque. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire d'Achille et si vous aimez en plus de ça la romance, c'est un très bon livre à lire. Il est très connu, hein, je n'ai rien inventé, je suis juste un petit mouton qui a vu les avis et qui ça m'a donné envie, hein. Mais si vous êtes comme moi, n'hésitez pas. Et je vous avais bien dit que j'avais pas lu énormément de livres, étant donné que là, celui-là j'hésite, en fait il fait la transition entre les livres que j'ai lus et les livres que j'ai envie de lire. C'est Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North aux éditions, je ne sais plus, Hauteville. Autant pour moi, le livre est trop beau, d'habitude il est juste ici là dans ma décoration parce que je l'adore, avec ces plantes là qui font très Grèce, mythologie et tout. Franchement je trouve que ça va trop bien ensemble. Par contre je vais pas trop le lever comme ça parce qu'il a tendance à vous éblouir, j'ai l'impression, et ça assombrit toute ma caméra. Faut que j'arrête de regarder les retours maintenant. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis super excitée, je parle super vite, je dis tout et n'importe quoi. J'espère que cette vidéo n'est pas horrible pour vous. Même si ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a commencé. J'ai l'impression d'être hyper dissipée là. D'ailleurs si vous voyez un petit changement quelque part dans mon fond, ça devrait vous donner une indication du livre que je suis en train de lire, si vous connaissez un petit peu ma bibliothèque maintenant. Elle est pas très remplie encore, donc il y a pas mal de livres en décoration et il y en a un qui a changé. Est-ce que vous remarquez lequel c'est? En tout cas pour Pénélope Reine d'Ithaque, j'ai commencé à le lire, sauf que c'est un livre qui est vraiment très contemplatif. En tout cas jusqu'à là où je suis arrivée, je pense que j'ai lu les 200 premières pages, quelque chose comme ça. Il se passe pas grand chose et au moment où je l'ai lu, j'avais beaucoup plus envie de quelque chose avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'enjeux, bien qu'elle a quand même pas mal d'enjeux sur ses épaules, Pénélope, hein. Mais je sais pas, ça m'a pas transcendé sur le moment, donc je me suis dit je préfère arrêter cette lecture et la recommencer plus tard pour vraiment aller au fond de cette lecture et comprendre ce qui se passe, plutôt que de la lire à un moment où ça ne me convient pas. Ça va me dégoûter de la lecture, ça va me dégoûter de ce livre alors qu'il est sûrement très bien parce que j'ai l'impression que la plume de l'autrice est vraiment très intéressante. Vous l'avez compris, c'est un récit un petit peu féministe où on va suivre Pénélope, donc la reine régente d'Ithaque, pendant que Ulysse, il s'est perdu après la guerre de Troie quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient pas à Ithaque. Donc Pénélope, elle a tout sur les épaules, elle doit tout gérer et surtout, c'est pas normal à cette époque que ce soit une femme qui gouverne, et donc elle a plein de prétendants qui veulent prendre la place de son mari et devenir le roi d'Ithaque parce que tout le monde lui met en tête que Ulysse, ça y est, il est mort quoi, il revient pas, donc c'est qu'il y a un problème. Donc arrête de l'attendre et prends un autre époux. Mais Pénélope, elle est pas forcément prête à ça, sauf qu'elle est obligée de jouer le jeu pour ne pas qu'on risque un coup d'état, de la démettre de ses fonctions ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie et que j'ai hâte de beaucoup plus découvrir, c'est que en fait Pénélope, elle arrive à manipuler les gens pour faire en sorte que toutes ses idées, tout ce qu'elle veut qui arrive, c'est comme si ça venait pas d'elle, mais c'est elle qui met ses idées dans la tête des autres pour que ça se passe, vous voyez. Elle fait comme si c'était une petite femme seule qui ne comprend pas grand chose à tout ce qui est politique, etc. Alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Juste, malheureusement, à ce moment-là, le point de vue d'une femme est un petit peu moins bien vu que celui d'un homme. Donc elle fait en sorte que ses idées passent par la tête d'autres personnes et que tout se réalise comme elle le souhaitait. Je vais quand même vous lire le résumé. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seules les ruses et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Donc franchement, sur le papier, ça donne vraiment envie. Et surtout, ce que j'avais bien aimé dans ce livre, c'est hyper inventif, c'est que la personne qui raconte l'histoire, en fait, c'est Héra. Donc la femme de Zeus qui regarde en fait d'en haut comme si elle voyait tout ce qui se passait vu d'en haut, et elle raconte ce qu'elle voit, elle raconte l'histoire de Pénélope, mais c'est pas Pénélope qui raconte sa propre histoire, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça peut paraître compliqué à première vue et je trouve que Claire North, du coup, elle a très bien manié ça. Voilà, c'est un livre qui me tente énormément, que j'ai déjà commencé, que j'ai juste pas continué parce que c'était il y a presque 2 ans maintenant je pense. C'était pas le moment, donc je l'ai pas fini. Je préférais passer à autre chose pour ne pas avoir une panne de lecture ou quoi. Mais maintenant, j'avoue que là, j'ai de plus en plus envie de le lire. Je vais le remettre là parce qu'il va bien dans la décoration, je trouve quand même. Impeccable. Donc ça, c'était le premier livre de mythologie grecque que j'ai dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise. J'en ai un deuxième que je vous ai présenté dans les 25 livres que je veux lire en 2025. Il s'agit de L'Or. Et cette fois-ci, on est vraiment sur une réécriture assez particulière où il y a vraiment plein de choses qui sont réinventées. Je vais vous lire le résumé parce que je l'ai pas lu, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'avis.
je l'ai plus trop en tête. Parce qu'ils ont défié Zeus, les dieux de l'Olympe doivent se soumettre à Lagon. Tous les 7 ans, pendant 7 jours, ils descendent sur Terre et perdent leur immortalité. Les descendants des lignées de héros peuvent alors les tuer, s'approprier leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour, jusqu'au prochain Agon, je ne sais pas. New York de nos jours, Laure, dernière survivante des Perséides, après que son clan a été anéanti par une famille rivale, essaye d'oublier ces événements traumatiques. Mais un soir, elle trouve sur le pas de sa porte une femme ensanglantée qui prétend s'appeler Athéna. La chasse aux dieux est ouverte. Rien que ça. Donc là, on est vraiment sur une sorte de Hunger Games des dieux, où en gros, ils peuvent être limite tués aussi facilement qu'un humain, en fait, j'ai l'impression. Donc ça promet d'être hyper intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on va quand même bien suivre Athéna. En plus, c'est une de mes déesses préférées, si ce n'est ma déesse préférée. Franchement, je l'adore. Donc j'ai trop hâte. On est sur une réécriture du coup qui s'écarte un petit peu de la mythologie, mais je trouve que ça a l'air quand même hyper intéressant. Je pense qu'on va avoir pas mal de dieux qui vont passer. On a Zeus, le gros méchant comme d'habitude, que tout le monde déteste de toute façon. Et honnêtement, j'ai vraiment très hâte de le lire. Ok, bon là on n'est pas sorti de l'auberge parce que j'ai tous les livres qui me tentent, que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais que j'aimerais lire. A commencer du coup par un deuxième livre de Madeline Miller qui a donc écrit Le Chant d'Achille. J'aimerais beaucoup lire du coup Circé bien évidemment. Sauf que le problème c'est que autant Le Chant d'Achille j'ai vu énormément d'avis positifs, autant Circé je vois quasiment que des avis négatifs. Enfin j'ai l'impression que tout le monde est déçu. Je sais pas trop pourquoi. Enfin après là sur Babelio il y a 4.29 sur 5 en notes. C'est quand même pas mal hein. En plus Circé c'est pas forcément un personnage que je connais énormément honnêtement. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup de le lire. Je vais vous lire le résumé. Hélios, dieu du soleil, a une fille, Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni les charmes envoûtants de sa mère, mais elle se découvre pourtant un don, la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Son père lui ordonne de s'exiler sur une île déserte sur laquelle elle développe des rites occultes et croise tous les personnages importants de la mythologie. Le Minotaure, Icare, Médée et Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circé doit choisir entre ces deux mondes. Les dieux dont elle descend, les mortels qu'elle a appris à aimer. Attendez, ça a l'air incroyable. Franchement, l'histoire de Circé, elle a l'air vraiment très intéressante. Elle a l'air d'avoir côtoyé énormément de monde. Donc là, j'avoue que c'est une lecture qui me donne énormément envie. En plus, comme je vous dis, on en a entendu beaucoup parler. Là, moi, personnellement, ça me donne trop envie. Donc je sais plus exactement quels sont les avis négatifs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de revues négatives. Là, vis-à-vis de la note, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal hein. 8.3 sur Booknode, 4.3 sur Babelio, 4.7 sur Amazon, c'est quand même pas dégueu. Donc c'est un livre qui me tente énormément. Mais vous l'avez compris, ça va être pareil pour tous. Ensuite, bon, je vous ai présenté Witch and God, il y a la suite avec une deuxième trilogie qui s'appelle Les Dieux du Temps. On a que 2 tomes, je crois, qui sont sortis pour le moment. Donc Le Chant de Pasiphae, Panthéa la Clairvoyante, et le tome 3 à l'heure où je vous parle n'est pas encore disponible. Mais j'aimerais beaucoup continuer cette saga, continuer dans cet univers que j'adore. Je peux pas vous faire une description du coup parce que c'est la suite quand même de cette première trilogie. Je viens de vous en parler assez longuement donc je pense que vous avez compris de quoi ça parle, ce que j'en pense, etc. On continue avec un autre livre, c'est Le 13e Dieu de Jocabel Caballero, publié aux éditions Addictesi. Donc c'est aux éditions Addictives. Je sais plus de quoi ça parle, mais je me rappelle que ça me donne envie. L'Olympe et l'enfer tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Depuis 2 millénaires, l'oubli a englouti le nom du dieu déchu et la superstition du chiffre 13 est née de la malédiction qu'il porte. Mais les chaînes du Tartare ne peuvent contenir éternellement une divinité avide de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, dieu du pouvoir, de se libérer et de se venger des dieux qui l'ont trahi. Pour commencer, il doit retrouver celle qui l'a précipité dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la virginité. Mais les temps ont changé et le monde avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les cités guerrières ne sont plus que des ruines et les humains et leur technologie règnent en maîtres sur la terre. Artémis elle-même n'est plus celle que Kratos a connue. Et la vengeance du 13e dieu prend une tournure inattendue quand il se retrouve enfin face à la belle déesse qui l'obsède. Est-ce que j'ai besoin de parler plus que le résumé? On est sur une histoire de vengeance avec un 13e dieu, genre comme si nous on avait totalement oublié l'existence de l'un d'eux parce qu'il était enfermé dans le Tartare depuis des millénaires. Ça a l'air génial, non? J'ai pas trop vu passer franchement, je crois que j'ai vu 1 ou 2 revues.
Il me semble qu'elles étaient un peu mitigées, mais j'aime bien me former mon propre avis et franchement le résumé me donne énormément envie. Je pense, sans me tromper, qu'il va y avoir une romance entre Kratos et Artemis. Et vous savez que j'ai du mal avec l'urban fantasy, mais quand on est sur de la mythologie grecque, et étant donné que les dieux vivent parmi nous très souvent, hein, je sais pas, je pense à Percy Jackson ou toutes les histoires en fait de mythologie grecque, hein, ils ont existé parmi nous. Selon la mythologie grecque, vraiment, il y en a plein qui étaient mélangés aux humains, donc ça me dérange pas dans la mythologie grecque d'avoir tout ce côté humain, technologie, les villes, les machins. C'est normal, je trouve, que ce soit accompagné avec la mythologie grecque, vous voyez. Donc c'est un style d'urban fantasy qui va pas du tout me déranger. Et là vraiment, cette histoire de pouvoir de 13e dieu oublié, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça a l'air génial. Alors là, on va partir sur 2 livres qui ont été écrits par la même autrice. Je pense que je commencerai par un d'abord pour voir si j'aime la plume, etc. Et d'ailleurs, je l'ai vu passer sur la chaîne de Félix Félicis. J'aime beaucoup ses recommandations et surtout, ce que j'aime énormément, c'est qu'elle a des catégories de lecture hyper différentes d'autres personnes que j'ai l'habitude de suivre, ce qui me permet d'encore plus développer mon style littéraire, d'encore plus développer les lectures qui me tentent et de découvrir des choses qui peut-être au premier abord je me serais pas retournée dessus, sauf que bah en voyant des revues d'autres personnes justement, ça va me donner envie. Et j'adore suivre ses recommandations, je trouve qu'elle a un avis vraiment très intéressant. Alors je sais plus lequel elle a présenté, il me semble que c'est Les Exilés de Troie, donc écrite par Pat Barker. C'est un roman de mythologie grecque, mais encore une fois du point de vue des femmes, exactement comme Pénélope Renditag, et je sais pas, ça me donne trop envie. Donc il y en a 2 que j'ai dans ma liste d'envie. On a Le Silence des Vaincus et Les Exilés de Troie. Si je me trompe pas, Les Exilés de Troie, c'est un peu la suite du Silence des Vaincus. Alors là, on est vraiment sur le chant d'Achille, mais dans un point de vue totalement différent, avec une réécriture vraiment différente si je me trompe pas. Elle était reine, Briséis de Lyrnessos, vénérée et respectée. Mais hors des murs du palais, la guerre de Troie fait rage et bientôt la cité de Lyrnessos tombe sous les assauts grecs. En quelques heures, Briséis voit son mari et ses frères massacrés. De reine, elle devient esclave. Un trophée parmi d'autres pour l'homme qui l'a conquise. Le divin Achille dont les générations futures chanteront les exploits. Captif du camp grec, Briséis doit choisir. Se laisser mourir ou survivre. Survivre comme un défi à la barbarie des dieux et des hommes. Survivre pour raconter enfin son histoire. L'histoire de la femme par laquelle la guerre de Troie a basculé. Avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l'histoire qui s'élève. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes des guerriers. Vraiment, encore une fois, la guerre de Troie, vue du point de vue des femmes, qui aurait été vraiment très malmenée. Donc voilà, que dire de plus? Encore une fois, une réécriture avec un point de vue féminin, moi ça me donne tout de suite envie. Je viens de remarquer que j'avais oublié d'allumer une lumière en haut. J'espère que ça se voyait pas trop, que c'était pas trop sombre derrière. En tout cas, il me reste encore quelques livres à vous présenter et un qui me donne extrêmement envie, encore une fois. Mais vous l'avez compris, hein, dans cette vidéo, tout me donne envie tout le temps. En fait, le problème, c'est que je suis redevenue une lectrice depuis à peu près 2 ans, à un rythme assez peu régulier au début, et là, c'est vrai que je commence à enchaîner les livres, à aimer de plus en plus prendre du temps là-dessus. Comme je fais du maquillage artistique, en fait, quand je me maquille, j'ai toujours une série à côté de moi. Bon, en ce moment, j'essaye un peu les livres audio, j'avoue que j'apprécie bien aussi. Mais en fait, le fait d'être toujours devant une série, devant des films pendant que je faisais mon maquillage, et bah le soir, j'ai toujours envie de me poser avec un bon livre pour changer un petit peu, quoi. Et je me trouve encore plus plongée dans l'univers que quand je suis devant la télé, clairement, parce que devant la télé, j'ai tendance à prendre mon téléphone toutes les 2 secondes, que quand je suis dans un livre, j'ai mon téléphone posé à côté et je suis dans le livre, quoi. Enfin, ça change tout pour moi. Mais là n'est pas le sujet, j'ai énormément envie de lire Psyché et Eros de Luna McNamara, publié aux éditions Hauteville. On est encore sur une réécriture assez féministe de la mythologie grecque. On est encore sur une histoire d'amour dans cette réécriture. Donc qu'est-ce qui pourrait ne pas me plaire, franchement? Pour vous lire encore une fois le résumé, selon une prophétie, Psyché, d'ailleurs on dit Psyché ou Psyché, je sais jamais, Psyché, hein, est destinée à vaincre un monstre redouté des dieux eux-mêmes. Rompue au maniement de l'arc depuis son plus jeune âge, la princesse de Mycène s'apprête à embrasser sa destinée. Mais sa beauté légendaire lui attire la jalousie d'Aphrodite, qui envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale. Lorsque celui-ci se pique avec la flèche promise à Psyché, il se retrouve condamné à l'aimer et se la voir arrachée à l'instant où leurs yeux se rencontreront, ce qui ne manque pas d'arriver. Afin de conjurer l'irréparable, l'impétueuse Psyché doit triompher des épreuves mortelles que fomente Aphrodite.
Pour sauver son amour perdu, Psyché est prête à tout. Faille-t-il descendre aux enfers? Voilà. En plus, on nous parle d'épreuves données par Aphrodite. Aphrodite, franchement, c'est vraiment toujours la pire, j'ai l'impression. Elle est jalouse de tout le monde, elle est jamais contente celle-là. Mais là, ouais, en plus, une femme un peu badass qui sait se battre, qui a pas peur de ce qui l'attend. Une femme qui va devoir remporter des épreuves avec un homme qui a été piqué par une flèche d'amour. Franchement, ça a l'air vraiment trop cool. Bon, voilà, que vous dire de plus? J'aime beaucoup. Ensuite, l'un de mes personnages préférés de la mythologie grecque, c'est vraiment Méduse. Et là, on a une réécriture de Méduse écrite par Jessie Burton, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse, qui me donne vraiment envie. Exilée sur une île lointaine après avoir été abusée par des dieux puissants, Méduse a peu de compagnie en dehors de ses sœurs devenues des gorgones et des serpents qui lui tiennent lieu de chevelure. Hantée par ses souvenirs, elle n'a d'autre choix que de se réconcilier avec ce qu'elle est désormais, une créature monstrueuse. Mais quand le beau Persée arrive dans sa vie, la paix de son existence solitaire vole en éclats avec l'apparition du désir, de l'amour et de la trahison, tout simplement. Non mais alors moi, je sais pas si je suis vraiment quelqu'un de toxique, mais quand on me dit amour et trahison dans un même livre, j'adore. Ok, tout ce qui est toxique dans la vraie vie, je le désapprouve, mais tout ce qui est toxique dans les livres, je suis fan. Un homme dans une fantaisie qui est prêt à tuer la terre entière pour son âme sœur, mais je valide à 100% personnellement. En plus, Méduse, je trouve vraiment que c'est un personnage qui est sous-coté quand on se penche pas dessus, on a vraiment l'impression que c'est juste une nana pas contente avec des serpents sur la tête, quoi, alors qu'en fait son histoire elle est tellement plus profonde et j'ai déjà lu pas mal de choses à son sujet, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans cette réécriture entre elle et Persée, là franchement ça a l'air pas mal du tout. Vous avez compris, hein, c'est des livres qui me tentent trop, c'est des livres qui ont l'air pas mal du tout, je me répète à chaque livre, mais c'est vrai. Un autre livre qui fait partie des 25 livres que j'ai envie de lire en 2025, qui est écrit par une autrice que j'ai trop envie de découvrir, parce que je l'ai adoré dans Koh Lanta, je pense que ça y est, vous savez de quoi je vais parler. Le livre Atalante de Cassandre Lambert me donne trop envie. On est encore une fois sur une histoire d'une femme combattante qui sait se battre, qui veut prendre plus de place dans ce monde très masculin, hein. Je vais vous lire le résumé. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer les clans des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Plutôt badass, non? Surtout que Atalante, je ne connais pas du tout ce personnage dans la mythologie grecque, je crois n'en avoir jamais entendu parler, et c'est du coup une histoire que je vais découvrir entièrement, donc ça m'intrigue d'autant plus. Cassandre Lambert, en plus je vous ai dit, j'ai vraiment envie de découvrir sa plume, sa saga, l'Empire des femmes me donne énormément envie aussi, mais là une femme qui sait se battre, qui veut intégrer en plus les clans des guerrières amazones, il y a tout pour me plaire. Bon, et en fait c'est tout. Je dis c'est tout, mais il y a quand même déjà pas mal de titres qui me donnent envie, surtout que là on est que dans l'univers de la mythologie grecque, si on compte tous les autres livres qui me donnent envie. Vraiment je vous le dis à chaque fois, mais c'est une horreur. En fait j'ai l'impression qu'être lecteur ou lectrice c'est être frustré H24. Il y a tellement de sorties, il y a tellement de livres qui nous donnent envie, qu'à chaque fois qu'on commence un livre, après on pense aux autres livres qu'on a envie de lire, et on s'en sort jamais parce que ce sentiment ne nous quitte jamais, étant donné qu'il y a tellement de bonnes sorties tout le temps. C'est horrible. En même temps c'est génial comme sentiment et en même temps c'est tellement frustrant. Bon en tout cas c'était une petite vidéo à thème comme ça sur la mythologie grecque. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce même style de vidéo avec un autre thème, je sais pas. Des romances impossibles, des slow burn, des mariages arrangés. Vraiment je dis tout et n'importe quoi, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des tropes en particulier, s'il y a des mondes que vous voulez que je voie ou un style de lecture, ou vous voulez que je fasse le même style de vidéo. Je me ferai un plaisir de le faire avec vous. Donc notez-le moi en commentaire en me précisant le thème que vous aimeriez voir, et n'hésitez pas également à me mettre un petit like pour me soutenir, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. C'est toujours un plaisir de voir tous ces petits pouces en l'air, ça me rebooste pour la suite, c'est trop bien. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Si vous voulez voir comment je réalise tous mes make-up, j'ai une chaîne make-up qui est listée dans la barre de description, donc vous pouvez aller faire un tour là-bas aussi. J'ai mes réseaux sociaux make-up, que ce soit format vidéo courte, format photo, etc. Vous m'avez comprise, en barre de description. Par contre, je pense que d'ici février, peut-être que je vais ouvrir des réseaux sociaux dédiés à l'univers littéraire. Je sais pas encore, j'ai peur de manquer de temps et en jonglant entre tout, à voir, mais si ça vous tente pareil, vous me le dites en commentaire. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!